Bonsoir. Donc, effectivement, j'ai choisi, pour prolonger cette thématique, de prendre Edgar Morin et plus précisément Le paradigme perdu, la nature humaine, qui est un ouvrage de 1973. Alors, je vais essayer de vous expliquer d'abord pourquoi ce choix. Alors, je reprends, pour justifier mon choix, ce que Geneviève avait écrit la fois dernière en proposant une alternative alors de deux choses l'une. Ou bien l'individu s'est soigneusement construit à l'aide de sa raison, de sa pensée et de son intelligence, ou bien, deuxième possibilité, l'individu, la personne, s'est laissé porter par son irrationalité. Elle a intégré sans esprit critique des valeurs dispensées par son milieu, la société, et elle refuse, elle n'a pas la capacité, en raison peut-être d'une blessure, de prêter attention à toute cette partie cachée d'elle-même. Et puis, Geneviève terminait par cette phrase, quoi qu'il en soit, l'émotion ne me ferait-elle pas exister, avec donc cette citation, non pas je juge, donc je suis, car il ne s'agit à aucun degré d'un jugement rationnel, mais j'admire, donc je suis. C'est-à-dire, je me découvre dans le sentiment d'admiration que j'éprouve, je me révèle dans ce sentiment d'admiration que j'éprouve, je me révèle à moi-même dans une émotion qui surgit de moi, s'inspire d'autrui et s'élance vers autrui. Bon, alors moi je voudrais partir de ça, partir également de cette citation, en essayant de montrer que certes cette émotion elle a surgi de moi, qu'elle s'inspire d'autrui peut-être, et qu'elle s'élance vers autrui peut-être, mais pas nécessairement. En plus, je voudrais, Edgar Morin adopte une position autre. Oui, donc Edgar Morin adopte une position autre qui est celle du ou bien ou bien. Bon, alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'émotion est avant tout une manifestation physique, corporelle, de ce qui ne peut s'exprimer sur le mode de la raison. C'est par exemple de cette manière-là que Platon justifie l'introduction des mythes dans tous ses dialogues en disant que le mythe est là pour raconter quelque chose que la raison est incapable d'expliquer conceptuellement, avec des idées. Bon, cela veut dire que l'émotion, pour autant, en cela, l'émotion ne s'oppose pas à la raison, selon Edgar Morin, mais en est complémentaire, voire plus, c'est-à-dire que l'émotion peut être libératrice et nous permet de découvrir, et c'est là que la citation a sa place, et nous permet de découvrir certains aspects de nous-mêmes que le mode de la pensée conceptuelle, auquel le mode de la raison conceptuelle ne nous aurait pas permis de connaître. Alors, peut-être aussi que ce désordre apparent, que ce soit les larmes, que ce soit le rire, qui, en tout état de cause, sont des ébranlements, sont du mode de l'affection. Peut-être que ce désordre qui survient, qui ébranle, n'exige pas une réponse et que la solution ne s'exprime pas, je pose une hypothèse, ne s'exprime pas en termes de ou bien,
c'est-à-dire d'un côté quelque chose qui serait raisonné, ou bien quelque chose qui serait mu par l'irrationalité, mais peut-être que la solution s'exprime en termes de complémentarité, de complexité, de multidimensionnalité, c'est-à-dire sur le mode du et. Donc non pas ou bien, mais et. Donc c'est pour ça que c'est pour cette raison que j'ai choisi donc le paradigme perdu d'Edgar Morin, parce que ce qu'il montre, c'est que dans cet apparent malgré de la place. Non, ça va. Bon, donc ce que montre Edgar Morin, c'est que... C'est bon ? Bien. Ce que montre Edgar Morin, c'est que malgré cet apparent désordre, malgré cette démesure, ce qu'il appellera l'hubris, malgré la perte d'une certaine forme de perte d'équilibre, malgré cette affection, ces affections, ces émotions qui modifient mon comportement ou notre comportement, eh bien, toutes ces affections ou toutes ces émotions peuvent être créatrices. Donc, que chez l'homme, chez l'homo, l'homo qui s'est hominisé, bon, parce que Edgar Morin, dans l'œuvre d'Edgar Morin, il y a toute une dimension anthropologique, c'est-à-dire qu'il parle des tout débuts de l'humanité jusqu'à l'hominisation de l'homme, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de ce qu'il appelle l'homo faber, enfin tout ce qu'on appelle en anthropologie l'homo faber et l'homo sapiens. Bien, ce qu'il montre, c'est que au fur et à mesure de l'évolution, il y a une complexité et une multidimensionnalité des choses, et que plutôt que de séparer ce qui serait de l'ordre de la raison et ce qui serait de l'ordre de la déraison, plutôt que de séparer ce qui serait de l'ordre et ce qui serait de l'ordre du désordre, il y a un ordre complexe qui s'établit entre les deux, et que, en fait, c'est la jonction des deux qui est facteur de création. Bon, alors, on pourrait, de manière incidente, montrer que je ne sais pas si c'est inspiré d'eux, mais en tout cas, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, chez Nietzsche, avec l'opposition entre Apollon, qui est le dieu de l'ordre, de la mesure, de l'harmonie, de la beauté, etc., etc., et puis Dionysos, qui est le dieu de la démesure, de l'irrationnel, de l'hubris, mais le dieu créateur chez Nietzsche, c'est Dionysos. Puisque Apollon ne serait qu'un voile qui permettrait de cacher la brutalité des choses et du réel, et que seule l'irruption de la démesure et donc de Dionysos permettrait de mettre en évidence la réalité dans toute sa dimension crue, disons. Voilà. Bon, ça c'est mon objectif, et c'est l'objectif d'Edgar Morin. Alors, très rapidement, Edgar Morin, c'est à la fois un sociologue, enfin répertorié comme tel, c'est à la fois un sociologue et un philosophe, qui a beaucoup écrit, qui est toujours vivant. Il est né en 1921, il est toujours présent. Son dernier livre vient de sortir, ça s'appelle Face à l'urgence climatique, je pense, et ça s'appelle Réveillons-nous. C'est un petit livret, mais bon, qui vise à secouer un petit peu l'humanité de son apathie, on va dire. Et son propos, c'est de montrer que, à la différence de l'anthropologie traditionnelle, classique, c'est-à-dire de l'étude de l'homme,
ne voyant Homo sapiens que sous les traits d'un technicien raisonnable, il montre que l'originalité précisément de l'homme, l'originalité profonde de l'Homo sapiens, c'est d'être un animal de déraison. Et que ce sont les deux qui sont à l'origine du développement de l'homme, de la société, de la culture, et même si plus il y a de développement sociétal, plus il y a de développement de l'intelligence, plus en même temps il y a irruption de désordre, qu'il soit de nature émotionnelle ou de notre nature. Mais que c'est pas grave. C'est pas grave, au contraire, on a besoin des deux. Bon, c'est ça sa thèse, et c'est la raison pour laquelle donc je vais m'attacher donc au paradigme perdu, et plus précisément traiter donc de sa vision de l'émotion. Donc en fait, en anthropologue, il part donc de l'homme à l'état de nature, qui n'a jamais existé, hein, bien sûr, et pour arriver à l'homme civilisé que nous sommes aujourd'hui. Et donc, partant de l'homme à l'état de nature, qui est une pure hypothèse, il cite Jean-Jacques Rousseau, qui dit, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, hein, puisque c'est un discours dans lequel il y a deux parties. Première partie, l'homme à l'état de nature. Deuxième partie, l'homme à l'état de société, avec la transition brutale entre l'état de nature et l'état de société, avec cette fameuse phrase, le premier qui, ayant un clos, un terrain et sa visa de dire « ceci est à moi », fut le vrai fondateur des sociétés civiles, et donc de toutes les inégalités, de toutes les violences, de toutes les émotions, etc. etc. Bon, et donc, il cite Rousseau, et Rousseau qui, donc, évoquant l'homme à l'état de nature, qui est une pure hypothèse et qui n'a jamais existé, dit, en parlant de cet homme hypothétique, nous donc, je vois un animal moins fort que les autres animaux, moins agile que les autres, mais à tout prendre, organisé. Bon, quelle que soit cette organisation, et c'est ça qu'on va voir, organisé le plus avantageusement de tous. Bon, ce qui est primordial là-dedans, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, Edgar Morin fait un exercice transdisciplinaire de réorganisation du savoir, en essayant de montrer que dans toute l'histoire de l'humanité et jusqu'à maintenant, il y a évolution biologique, certes sans sombrer dans le déterminisme darwinien, et évolution culturelle, et que c'est les deux, voire les trois, qui ont permis une hominisation de l'homme. Et c'est pour ça que cet homme, qui est à la fois doué de raison et doué de déraison, donc qui est mu par les émotions, il appelle ça l'homo sapiens des masses. Voilà, les deux en même temps. Et en fait, c'est le chapitre 3. Il est où, chapitre 3? Excusez-moi. Il manque une page. Attendez, excusez-moi, chapitre 2. Voilà. Le chapitre 3 de... Bon. Il manque une page. Attendez, excusez-moi, mais j'ai un souci. Non, ça c'est le début. Pourtant, le chapitre 3, tu l'as pas? Non, la nature humaine. L'intégration. J'ai la dernière page, il m'en manque une. Non, c'est ça. Excusez-moi, sinon je vais m'en passer. Je voulais simplement vous montrer comment... Excusez-moi. Le 4, la brèche, je
Bon, ben je la trouve pas. Tant pis. Donc, c'est pas grave. Donc, il consacre tout un chapitre à cette Homo sapiens demens et donc à une redéfinition des rapports nature-culture. Et voici ce qu'il dit au début de ce chapitre 3. Il faut cesser de disjoindre, donc de séparer, comme on le fait, hein. On aime bien catégoriser et fonctionner dans un système binaire, soit d'inclusion, mais le plus souvent d'exclusion. Et il dit il faut cesser de disjoindre nature et culture. La clé de la culture est dans notre nature, et la clé de notre nature est dans la culture. Les deux. Ça reprend en fait, d'une autre manière, la phrase de Pascal qui dit « Qu'est-ce que coutume, si ce n'est une seconde nature, mais qu'est-ce que nature, si ce n'est une première coutume ?» Voilà, les deux sont intrinsèquement liés, hein, même s'il y a eu une évolution constante. Donc, il faut cesser de disjoindre nature, voilà, merci, il faut cesser de disjoindre nature et culture, il faut cesser de réduire l'homme à l'homo faber et l'homo sapiens, homo qui apporte au monde, l'homo faber, l'homo sapiens, magie, mythe, délire, est doué à la fois, donc l'homo est doué à la fois de raison et de déraison. Donc de toute une sphère, on va dire, irrationnelle ou bien émotive. Au-delà d'une conception, et spécifie la manière dont il voit les choses, au-delà d'une conception étroite et fermée de la vie, qui serait le biologisme, hein, et c'est de cette manière-là qu'il réfute en partie Darwin, d'une conception mondaine et surnaturelle de l'homme qu'il appelle l'anthropologisme, il faut concevoir l'homme comme un tout, c'est-à-dire comme espèce, société, individu. C'est-à-dire que ces trois termes qu'on ne peut pas séparer. L'homme, l'homo, c'est et quelqu'un qui appartient à une espèce, et quelqu'un qui appartient et vit dans une société, et quelqu'un qui, à l'intérieur de cette société, se développe comme individu. Donc, c'est-à-dire inscrire l'homme et la société dans l'ordre du vivant, sans céder au réductionnisme biologique. Donc, ce qu'il appelle l'hominisation de l'homme, c'est-à-dire le fait que la vie humaine, les sociétés se sont complexifiées, se sont développées, etc., l'hominisation de l'homme est fondée sur la co-évolution dans tous ces domaines et dépasse, et c'est ça qui m'intéresse chez lui, et dépasse les oppositions binaires. Bon, alors c'est vrai que je suis allergique aux oppositions binaires, c'est-à-dire que je ne suis pas kantienne et que je n'aime pas les antinomies. Bien, et que, voilà. Donc, il s'agit pour lui, dit-il, de combiner les déterminismes et les incertitudes. Bon, et en cela, il s'inspire des travaux de Jacob, qui était de Jacob et de Monod, hein, Monod avec Jacob avec sa logique du vivant, et Monod avec le hasard et la nécessité. Donc, il combiner les déterminismes et les incertitudes, combiner entre elles des forces multiples, que ce soit des forces de l'intelligence, de la raison, ou des forces qui viennent de l'émotion, de l'irruption de d'ébranlement émotionnel. Donc, combiner entre elles des forces multiples qui s'entrelacent dans toute réalité humaine. Voilà. L'être humain, c'est un tout, qu'on ne peut pas découper en rondelles et séparer. Enfin, donc,
et c'est là qu'il ajoute, ordre et désordre se mêlent, action et événement, à la fois produit de cette action et producteur. C'est-à-dire qu'une action va en même temps permettre que quelque chose d'autre se produise et se renouvelle, que ce soit dans le domaine de la raison ou que ce soit dans le domaine de la déraison. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il développe dans ce chapitre 3. Donc ce qu'il appelle, le chapitre 3, son titre, c'est un animal doué de déraison, qu'il appelle dans un premier temps Sapiens Demens, dont il dit en plus qu'il est d'une hyper-complexité. Et il utilise une formule que je réutiliserai à la fin et que j'aime beaucoup, qui dit que l'être humain, c'est à la fois la folie et la fédulogie. C'est-à-dire que, voilà, je trouve que c'est très beau, c'est-à-dire que, bon, il y a du désordre partout, il y a de l'émotion partout, il y a de l'irrationnel partout, mais en même temps, c'est ça qui meut l'intelligence et la raison, donc qui fait que, ben voilà, c'est à la, chez l'être humain, c'est à la fois l'être humain, c'est à la fois la folie et la fée, c'est les deux. La folie et la fédulogie. Tu sais, quand on parle de fédulogie, voilà. Et je trouve ça très... Je trouve que cette idée d'associer les deux est très intéressante. Et que... et donc, il n'y a aucune raison de les opposer. Et il n'y a aucune raison non plus d'en valoriser un par rapport à l'autre, même si notre culture et notre éducation nationale a pour habitude de valoriser la dimension intellectuelle, rationnelle, conceptuelle, tout en laissant de côté tout ce qui pourrait être produit et créé par l'émotion, que ce soit de l'ordre de l'imaginaire ou même de la capacité à imaginer. C'est-à-dire de faire de l'être humain, à partir de ses émotions, un être imaginant. Voilà. Et qui est capable d'imaginer. Bon, alors voilà, en fait, ma perspective. Et c'est ce que je voudrais vous présenter maintenant. Donc, au fur et à mesure de ce chapitre, il va prendre des exercices, des exemples. Il prend par exemple la magie. Il dit, chez les premiers hommes, par exemple, les peintures rupestres, donc dans les grottes, c'est à la fois une peinture rupestre, c'est à la fois une représentation ou une reproduction de ce que les hommes ont vu, ont perçu de leur environnement, et en même temps une invention. Donc une création. Donc, à partir du moment où cet homme peint ses peintures, bon, dans la mesure où certes c'est une reproduction, mais c'est aussi une création, il en reçoit une satisfaction d'une émotion esthétique. Bon, les premières émotions esthétiques, elles sont là. Bon. Donc, et sont à la source. Donc, dans la sensibilité esthétique, aussi loin qu'on remonte dans le temps, on trouve à la fois une nature ou un homme imaginaire et quelqu'un qui va imaginer. Et qui va être source d'inspiration pour l'Homo sapiens. Parce que cette production esthétique, enfin cette production, cette peinture de presse, va aussi alimenter l'intelligence et la raison de l'être humain. Voilà. C'est pour ça qu'il parle de sapiens et de demense, les deux en même temps. Donc, c'est l'être humain, enfin c'est le sapiens
Alors, certes, c'est l'être humain qui est créateur d'émotions, d'ébranlements, d'illusions, de magie, de mythes, il dit de déversement d'univers fantasmatiques, donc purement imaginés. L'être humain fait ça, bien. Par exemple, et il déverse tout ça dans la vie de veille, c'est-à-dire donc dans la vie éveillée où on est censé travailler, être rationnel, fonctionnel, etc. etc. Mais en même temps, ce déversement dans la vie réelle crée une relation entre l'imaginaire qui vient de la vie fantasmatique et la perception du réel qui va être modifiée par cet imaginaire. Bon, il prend un autre exemple avec ce qu'il appelle l'hubris. Il dit par exemple, le sourire, les rires, les larmes. Bon, ça c'est inné chez l'être humain. Bien. C'est ce qui est propre, mais en même temps, c'est ce qui est propre à l'Homo sapiens. Alors, avec une intensité, les rires, les larmes, bon, avec une intensité et une instabilité qui peuvent varier et qui peuvent provoquer la gaieté ou la tristesse. Rires et larmes, ce sont des états qui peuvent être violents quand on pleure à chaudes larmes. Ce peuvent être des états spasmodiques. Ça peut même être éruptif si on se met en colère ou si on est secoué de sanglots. Mais alors, certes, l'être humain, quand il grandit, l'enfant, il ne maîtrise pas tout ça. L'être humain, quand il grandit, quand il devient adulte, il peut refouler ses larmes. On peut. Mais l'intensité demeure. Et il en est ainsi, dit-il, de tous les autres états psycho-affectifs de caractère éruptif, c'est-à-dire qui se manifestent de manière extérieure. On voit quelqu'un rire, on voit quelqu'un pleurer. Donc, il y a ça, il y a cette dimension éruptive, et chez l'être humain, il y a donc, par-delà l'Homo sapiens, il y a cet appétit, dit Edgar Morin, à la jouissance, indiscutable, à l'ivresse, bon, peu importe cette ivresse, enfin je veux dire que, comme disait Baudelaire, enivrez-vous, que ce soit de vin, de je sais pas quoi, peu importe, mais enivrez-vous. Bien. Donc, de l'ivresse, de l'extase, ça existe aussi. Mais alors, la jouissance, l'ivresse, l'extase, mais ça peut être aussi la rage, ça peut être la fureur et la haine. Peu importe. Peu importe, dit-il, parce que, en fait, ces états qui peuvent paraître démesurés, enfin, je veux dire, du domaine de la démesure, ce qu'il montre, et j'ai trouvé ça très pertinent, c'est que dans toutes les sociétés primitives, et même encore maintenant sous d'autres formes, les hommes se sont rassemblés avec les danses, que ce soit les danses, avec la transe que l'on trouve dans le nombre de... avec ces danses qui mettent en transe dans un certain nombre de sociétés, en utilisant des herbes, c'est aussi archaïque que ça, mais ça existe depuis longtemps, en utilisant maintenant on appellerait ça des cocktails ou des liqueurs, bref, tout ce qui va mettre dans un état d'ivresse, de paroxysme, d'extase. Ça, on le retrouve dans toutes les époques de l'humanité et encore maintenant. On peut même, en utilisant ces moyens-là, arriver à une extase mystique. Pourquoi pas? Donc, on arrive à un désordre suprême et, en même temps, dit-il, c'est le moyen que les hommes ont trouvé pour s'intégrer aux autres, à l'autre, faire communauté. Et ça, sur le plan ethnique, des différentes ethnies, c'est indiscutable. On se rejoint, on se retrouve avec la danse, avec le chant,
avec bon, tout un certain nombre de... Comment on appelle ça maintenant? Avec les rituels. Voilà, et maintenant, comment s'appellent tous ces jeux? Comment ça s'appelle? Voilà, les rêves partis. Voilà. C'est ça. Maintenant, on a les rêves partis. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et avec Geneviève, ces derniers temps, on évoquait ce qui semble être un danger à l'époque actuelle, qui est la drogue, mais en même temps, est-ce que c'est très différent de ce qui a toujours existé, à savoir l'utilisation de produits qui permettent d'herbes, de liqueurs, qui permettent... De champignons, de champignons hallucinogènes, voilà, qui permettent de mettre dans un état second. Et est-ce que dans nos sociétés hyper évoluées et techniques, où on fabrique de la drogue de synthèse, etc., est-ce que c'est pas la même chose? C'est ça qui m'intéresse, tu vois. Oui, pardon. Excusez-moi. Mais c'était quand même dans un contexte initiatique. Oui. Et là, on perd quand même le contexte initiatique au sens traditionnel de l'accompagnement par... L'accompagnement, oui, pour passer d'un âge à un autre, pour passer de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à l'âge adulte. Mais c'était aussi un... Alors c'est vrai, ça avait une vertu initiatique, mais ça avait aussi une vertu de, comment dire, de permettre de faire en sorte que les hommes fassent corps, fassent communauté. Et pour faire corps, pour faire communauté, eh bien, il y a toujours eu recours à ce type d'outils, on va dire, d'outils. Donc, toujours est-il que, enfin, selon Edgar Morin, la fête, faire la fête, la fête, la danse, les rêves, font partie intégrante de l'être humain et donc font partie intégrante de ce qu'il appelle l'anthropologie fondamentale. Donc, pour lui, ce qui caractérise l'Homo sapiens que nous sommes censés être, ce n'est pas une réduction, alors il ne s'agit pas de réduire l'affectivité, l'émotion au profit de l'intelligence, mais ce qui se fait beaucoup, hein, on dit tiens-toi, t'épanche pas, reste droit dans tes bottes et puis manifeste rien, ok, bon. Bien, mais au contraire, ce qui caractérise Sapiens, c'est précisément cette capacité qu'il a d'avoir des éruptions psycho-affectives, un surgissement de l'hubris, un débordement de l'onirisme, de l'affectivité, etc., etc. Et ce qu'il en conclut, c'est que cette introduction de désordre qui vont en se multipliant, n'est-ce pas, nous avons des guerres et des machins et des trucs de plus en plus, est compensée par le fait que, parallèlement à ça, et de manière complémentaire à ça, l'ordre existe aussi pour l'Homo sapiens. L'ordre, il est dans la culture, dans la société, dans les systèmes de normes, dans les systèmes d'interdits, même si beaucoup sont transgressés, dans les règles de l'organisation sociale qui endiguent ce désordre apparent. Bon, ça, par exemple, c'est ce que met en évidence, par exemple, Freud dans Malaise dans la civilisation. Hein. C'est-à-dire que pour qu'il y ait société, il faut des règles, des interdits, des tabous pour essayer de juguler un petit peu toute cette masse éruptive et émotive. Et c'est ce qui fait, dit Freud, qu'il y a un malaise. Pourquoi un malaise? Parce que l'homme, il est malheureux. Voilà. Il est malheureux, il est frustré, parce qu'on lui a construit un surmoi, on lui a construit une conscience, on lui a demandé de refouler beaucoup de choses, et en fait, tout ça
eh ben, ça essaye quand même de se manifester et on lui dit c'est interdit. Et donc, ça produit un malaise. Un malaise, le malaise, bon, malaise dans la civilisation, je dis bien. Donc, en fait, pour Edgar Morin, il n'y a aucune raison valable d'évacuer cette démesure, cette affectivité débordante de ce qu'il appelle l'idéologie euphorique de l'humanisme. Comme si l'humanisme, celui de la Renaissance par exemple, ne se définissait que par, comment dire, que par sa rationalité. Donc, il y a des dérivations mythologiques, magiques, il y a des confusions chez l'être humain, il y a de la subjectivité, il y a du désordre, etc., etc. Mais, dit-il, tout ça ne constitue nullement un handicap. Mais au contraire, c'est tous ces éléments qui s'expriment de manière très forte, qui ont permis, dit-il, et permettent encore les prodigieux développements de l'intelligence et de la technique. Donc, en fait, lui, il dit qu'en fait, entre les deux, il y a une liaison consubstantielle entre les deux. Donc, entre la pensée objective, technique et logique, et, alors j'insiste, entre la pensée objective, technique, logique et la pensée subjective, fantasmatique, mythique, magique, donc il y a une union entre les deux. Alors, de même, il n'y a pas opposition, mais il y a union entre l'homme raisonnable, parce que nous sommes aussi des êtres raisonnables, capable de se contrôler lui-même, capable de contrôler ses émotions, capable de remise en doute, capable de vérification, de construction, d'achèvement dans tous les domaines, puisque les sociétés se sont construites, mais l'homme est aussi est un homme déraisonnable, inconscient de lui-même souvent, même s'il ne s'en rend pas compte, inachevé, et puis parfois perdu par ses propres chimères. Bon, alors là, j'aurais introduit de manière très implicite, non, de manière très brève, pardon. Freud, c'était quand il dit qu'en fait, l'homme croit être maître de lui, alors dit-il qu'il n'est même pas maître dans sa propre maison, c'est-à-dire dans sa tête. Il croit maîtriser tout, mais en fait, il y a un nombre de choses qui vont le déterminer à agir de telle ou telle façon, qui font qu'il n'a pas une grande maîtrise, voire même pas de maîtrise du tout. Donc pour lui, il y a comment dire, il peut y avoir en même temps une expansion conquérante de l'être doué de raison, qui va être capable de résoudre des choses absolument extraordinaires, de faire des progrès dans tous les domaines, et en même temps de prolifération de désordre. En conclusion, j'arrive. Ce que dit Edgar Morin, c'est qu'on ne peut plus opposer raison et folie, raison et démesure, raison et déséquilibre, raison et ébranlement affectif, tout ce qui est de l'ordre du désordre affectif, qui ébranle. Il dit au contraire, il faut, et ça m'intéresse, il faut surimposer, donc poser au-dessus, il faut surimposer au visage sérieux, travailleur, appliqué
d'Homo sapiens, le visage à la fois autre et identique, je est un autre, disait quelqu'un, n'est-ce pas? À la fois autre et identique d'Homo demems. Voilà, on superpose les deux. L'homme n'est pas, l'homme est fou sage. Il est les deux. Hein? Certains dans l'Antiquité disaient la sagesse est ma folie. Eh oui, eh oui. C'est sage. Comment? C'est très sage de dire ça. Oui, je trouve aussi que c'est très sage de dire ça. La sagesse est ma folie. Donc, ainsi les progrès, alors, ainsi dit-il, les progrès de la complexité de l'intelligence se sont faits malgré, avec ou à cause du désordre. Tout en même temps, malgré les désordres affectifs et non maîtrisés, la démesure, etc., avec eux, voire même à cause d'eux. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, la réponse d'Edgar Morin, c'est à cause d'eux, avec et malgré. C'est à la fois une réponse complexe et contradictoire, même si elle est contradictoire. Donc, on en revient à ce qui est créatif. La créativité, l'originalité, c'est deux niveaux, deux manifestations de l'homo, de l'homme, qui ont la même source que le dérèglement ou que le désordre. Donc, on entre avec Edgar Morin dans ce qu'il appelle une hyper-complexité, en disant que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, tout système vivant est menacé, certes, par le désordre, et pourtant s'en nourrit. Il faut non plus dissocier, mais associer l'homme imaginaire à l'homme imaginant. Voilà, un homme qu'on a dans sa tête, fictif, imaginaire, qu'on aimerait bien, et l'homme qui est capable d'imaginer cet homme imaginaire, voire même de permettre son avènement. Donc, il faut associer donc l'homme imaginaire à l'homme imaginant. Il faut associer l'image onirique, qu'on en rêve par exemple, à l'imagination créatrice. Parce que c'est cette image onirique qui est donc du domaine du rêve et pas de la veille, qui va permettre cette imagination créatrice. Donc c'est pour ça que l'imagination, on peut la considérer, enfin une émotion qui va se traduire dans un domaine imaginaire ou dans une création, on peut la considérer comme la folle du logis, mais elle est aussi la fée du logis, dans la mesure où elle permet de lier affectivité et praxis, mise en acte, dans la vie concrète et matérielle. Donc, j'ai presque fini. Excusez-moi, je m'en fous. J'ai plus le volet. Ouais. Non, c'est pas ça. Donc, bien. Donc, l'émotion est-elle toujours créatrice? Est-ce que quelque part, là je pose une question, est-ce que quelque part, d'après tout ce que je viens de dire, est-ce que quelque part le choix de l'individu intervient? Ou est-ce qu'on peut vraiment associer les deux? Bon, je prendrai simplement des exemples littéraires connus. Par exemple, Nerval, dans Les Filles du Feu. Nerval finira fou, entre guillemets, et se suicidera. Enfin bon, bref.
Toujours est-il qu'au début, il dit « le rêve est une seconde vie ». Et il choisit le rêve. De même, Dante, dans ses sonnets à Hélène, à Béatrice, dont il sait que c'est un amour qui ne se concrétisera jamais et qui ne peut être qu'imaginaire, il choisit cet amour-là, et pas un amour concret, réel, matériel. Bien. Dernier exemple, le surréalisme, Nadja d'André Breton, où, en fait, lors de simples promenades dans Paris et de rencontres, soit avec des monuments, soit avec des êtres humains, à partir de ce moment-là, permet le surgissement de ce qu'ils appellent un surréalisme. Le surréalisme, c'est un surréel, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà d'eux et qui va modifier la vision, le regard que l'on peut avoir du réel. Même si c'est à l'aide de l'imaginaire, même si c'est à l'aide d'émotions, qu'elles soient provoquées ou pas. Mais bon, est-ce qu'il y a un choix quelque part? J'en sais rien. Je pose la question. Voilà, c'est terminé. Wow. Bravo. J'ai été longue. Oui. Bon, oui. Alors, pour moi, il est significatif que les 3 exemples que vous ayez donnés de Oui. choix Oui. et finalement de sublimation de cette dimension Mhm. émotive, Oui. ce soit des artistes. Oui, Et il se trouve que nous ne sommes pas tous des artistes. bien sûr. Et que les manières d'exprimer la dimension que moi j'appelle pulsionnelle, Oui, dans une cité, dans un contexte de civisme dont on a besoin, oui, de l'homme ordinaire, c'est-à-dire l'homme l'homme qui ordinaire, ne sait oui. pas forcément donner à cette dimension affective ou émotionnelle une dimention de sublimation, Mhm. de beauté. Ou Oui, de voilà. sublimation, oui. Voilà. Mhm. Et ça donne un être, pour moi, qui dans la cité, rend la cité invivable. Pourquoi? Parce que c'est l'expression constante des états de frustration, Mhm. des états émotifs, des Oui. états affectifs, Oui, qui s'expriment dans l'espace public oui, de manière désordonnée, de manière désordonné, voilà, oui. désordonnée, Oui, et qui n'est pas sublimée ou symbolisée par des Mm. formes ou verbales ou littéraires. oui, mais ça peut aussi la sublimation. Bon, alors c'est vrai que j'ai pris des exemples littéraires, hein. Bon, parce que c'est le domaine que je connais le mieux, mais, ou moins mal, mais on peut sublimer autrement. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas que la création artistique et il n'y a pas que les beaux-arts, quoi. Enfin, bon, je veux dire que Nietzsche dirait qu'en fait, toute création de forme, voilà, enfin, toute création de forme est une sublimation. Bon, donc en fait, même moi j'ai rien écrit, j'ai jamais rien publié, je suis pas un artiste, je suis pas un écrivain, je suis rien du tout. Mais, par contre, il y a une chose que l'on peut faire, c'est-à-dire faire de sa vie une œuvre d'art, on a dit, la construire. Bon, alors peut-être qu'il y a des gens qui, effectivement, parce que le taux de frustration ou de ressentiment est trop important, ont du mal à construire, à y voir du positif quelque part. Bon, effectivement, il y a des gens qui ont peut-être un peu plus de difficultés, mais il y a au moins cette possibilité-là, elle existe. C'est-à-dire de détourner, de détourner cette forme brute, que vous appelez désordonnée et qui perturbe, dans quelque chose, de l'investir dans quelque chose.
Vous savez que maintenant il existe par exemple, j'avais vu ça, des endroits où en fait, si vous voulez vous défouler, on veut dire, plutôt que de faire du désordre dans la rue, vous avez des endroits où on vous donne des marteaux, des machins et des trucs. Oui, vous démolissez tout, vous cassez, voilà. Et après, ça y est, c'est parti. C'est-à-dire que... C'est pas ça une vie en communauté pour moi. Enfin, Non, allez-y. moi je pense que c'est pas ça une vie en communauté, c'est pas avoir des espaces de défoulement, c'est pas des espaces où on détruit, c'est des espaces où on transcende, mais dans une manière communautaire, c'est-à-dire avec des transmissions de façon de... Comment dire, c'est pas du défoulement, la fête c'est pas que c'est pas Non, du ce défoulement. n'est pas que du défoulement. Voilà, enfin, Oui. pour moi Edgar Morin, je sais pas quand est-ce qu'il parle de cet homo démens, à quelle époque il parle, mais Oui. il me semble que c'est plus actuel. Pourquoi? Parce que justement il y a cet excès dans l'espace public. Oui, mais qui a toujours existé. Qui a toujours existé? Qui a toujours existé, bien sûr. Dans les années 50, l'espace public était Enfin, dans les années 50, je ne peux pas vous dire. Enfin, même dans l'Antiquité. Voilà, même dans l'Antiquité, il y avait les jeux du cirque. Bon, enfin, je veux dire que dans les années 50, je ne peux pas vous dire. Dans les années 70, ça, je peux vous dire. Oui, ça existait. Oui, bien sûr. Oui. Oui, je veux bien dire, sûr. c'était circonscrit l'espace de libération de cet espace pulsionnel, onirique, obscur de l'homme à des espaces circonscrits, Oui. et ça n'investit pas la totalité de l'espace public. Parce que vous considérez qu'aujourd'hui, ça investit la totalité? Oui. Donnez-moi un exemple, par exemple. Une file d'attente à la poste, Ouais. une file d'attente au magasin, une traversée quotidienne de la rue, les trottoirs. Voilà, je suis vieillissante, je suis désolée, hein, ça fait vraiment très... Mais non, mais voilà. Et j'ai l'impression que l'espace public est investi de cris, où on sort de ses gonds dans l'espace public. Oui. Ça se manifeste. Les réseaux sociaux, par ailleurs, que je ne connais pas, Ah oui. et je pense que c'est aussi... Ah oui, non, mais les sociétés, Voilà. les réseaux sociaux, c'est un défouloir. C'est un enfin, oui, ça sert de déversoir et de défouloir. Il y avait quand même l'image de Platon qui parlait d'un cocher. Un Oui. cocher Qui tient les rênes. Qui tient les rênes. Mhm. Alors, quand bien même ce serait... Orige. comment dire? Orige, non? Le quoi? Oui. Voilà. Un cocher qui tient Oui, les rênes, oui. ben, j'ai l'impression que ce cocher-là, Il est fou. Il est fou, ou il n'arrive plus à tenir les rênes. Mhm. L'affectivité, est-ce qu'elle n'est pas marquée par le culturel? Oui, bien sûr. Il le Donc, dit. Oui. ça rejoindrait ce que il me semble que c'est ce que présente Edgar Morin est très pur. Or, l'affectivité, on prend l'affectivité dans une cité, par exemple, où il y a où les personnes vivent le mépris, etc. Vivent une certaine vie en dehors du contexte social général, leur affectivité va être spécifique. Bien sûr. Et est-ce que leur expression est compatible avec Avec la société. avec la société, avec la raison, avec... Oui, avec la société telle qu'elle est organisée. C'est ça. Bon, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, mais bon, Edgar Morin, c'est c'est un sociologue qui réfléchit d'une manière philosophique, je trouve, et qui pose des questions pertinentes, mais à partir de là, il faut introduire autre chose, qui est la dimension politique. Oui. Donc là, vous comprenez, avec ce que vous dites vous, on est dans la dimension du politique. On passe de l'homme au citoyen. Voilà, c'est plus la même chose. Okay. J'ai dit homme tout au long de mon développement, j'ai pas parlé de citoyen.
Et j'ai dit homme ou individu. J'ai pas dit citoyen. Bon, alors, effectivement, la citoyenneté, c'est un apprentissage. C'est normalement le but de l'éducation. Enfin, oui, je dis bien de l'éducation, hein, puisqu'il s'agit de former normalement des hommes qui soient capables, qui soient émancipés et qui soient capables de voir au-delà du métier et donc d'œuvrer dans le sens de l'intérêt général. Ça, c'est un idéal. Bon, c'est ce vers quoi les éducateurs, dans le sens très général du terme, hein, ça ne se réduit pas aux enseignants, sont censés tendre. Bon, il n'y est pas, c'est sûr. Mais c'est une dimension qui est la dimension du politique. Voilà. Je trouve qu'elle manque chez Edgar Morin. J'ai pas entendu. Je trouve Ce doit qu'elle être manque manque. totalement chez Edgar Morin. Et notamment dans son... Elle manque. Et cette dimension-là manque chez J'ai Edgar Morin, oui, mais oui, enfin, je ne sais pas si on peut englober tout. Bon, attention, Oui. là, je vous parle, je vous ai parlé aujourd'hui d'un livre précis qui est Le paradigme perdu. Ah voilà, c'est ça le titre. Oui, c'est ça le titre. D'accord. Mais il y a d'autres ouvrages d'Edgar Morin dans lesquels il évoque cette dimension-là. Surtout les derniers. Hein. Plus il vieillit, plus il aborde ce questionnement politique. Et la preuve, le dernier, Oui, Réveillons-nous, le Réveillons-nous, qui est à la fois un mot d'ordre, un mot d'ordre éco, je ne sais pas quoi, je ne sais plus trop comment il faut dire, écolo, tout ce qu'on dit très bien, et politique, enfin je veux dire sociétal. Là, c'est une dimension, dans cet ouvrage-là, il aborde une dimension sociétale et politique dans une situation qui est celle de notre environnement, du monde du vivant actuel. Voilà. Parce qu'il faut une structuration quand même enfin, l'affectivité n'a pas la même importance, ne joue pas de la même façon chez un être qui est structuré, donc on rejoint le politique et le social, et donc que chez un être qui n'est pas structuré, et effectivement c'est séduisant, la fête, etc. Bah, mais ça ça, existe. oui, non, mais d'accord. Vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un monde. Il y a d'autres mondes. Oui, il y a où, d'autres mondes. effectivement, si l'affectivité se met à bouillonner, il n'y a pas de structure qui va encadrer. Oui. Alors, Oui, il n'y a pas de structure qui... Si, il y a des structures qui encadrent. Il y a les normes sociales, il y a tout ça, il y a une dimension politique. Bon, il y a les... oui, c'est ça. C'est tout ce que j'ai dit, c'est les C'est ça, tabous, les interdits, les normes. je fais que rajouter, si tu veux, c'est qu'effectivement, il faut une structuration Bien sûr. Bien qui sûr. dépend de la vie en société avec Mais même pour l'ensemble des rêver, il faut une individus. structuration. Pour rêver, pour avoir un espace transgressif et festif, il faut avoir une forte structuration. Et d'une société où on n'a pas de structure interne ou forte, c'est aussi une société où il y a moins d'onirisme, où la dimension onirique est moins présente. Parce que justement, il n'y a pas cette structuration. C'est aussi ça qui est important. C'est que s'il n'y a pas le pôle de la raison, il y a aussi un affaiblissement du pôle de l'onirisme. Oui, mais j'ai jamais dit qu'il y avait... qu'il fallait perdre la dimension de la raison. Hein. J'ai au contraire essayé de montrer que c'était la conjugaison des deux. C'était et. Oui. Si on cloisonne, moi ce que j'ai retenu du discours, c'est qu'il y avait et la raison et l'émotion, que les deux étaient un tout, l'un va avec l'autre. Si on cloisonne l'émotion d'un côté où on retourne vers la raison, c'est si elle est, pour que l'émotion soit créatrice, il ne faut pas qu'elle soit cloisonnée. Donc on ne peut pas tout réduire à l'émotion. Il y a et la raison et l'émotion. Et quand on cloisonne trop, c'est plus cette liberté émotionnelle propre à chaque individu. On crée
créer une société type. Et dans ce cas-là, pour moi, on réduit tout à la raison. Ouais. Oui, à ce que Marcuse appelait une société unidimensionnelle. C'est ça. On Le aplatit cloisonnement de tout. l'émotion est propre l'émotion est propre à chacun. La raison de chacun est propre également à lui de réussir à faire de son émotion quelque chose de créatif. C'est ça. Bon, alors c'est vrai que il y a une dimension qui est une dimension qui est celle de l'éducation quand même. Voilà, ça se fait pas tout seul. C'est tout ça, ça se fait. C'est quand même le fruit de l'évolution de l'homme, qui passe du stade infantile au stade adulte, mais c'est aussi le résultat de tout un travail qui est le travail éducatif. Mais le travail éducatif, c'est pas que l'école. Enfin, je veux dire que c'est aussi l'environnement, c'est la culture, c'est les gens que l'on côtoie, c'est plein de choses. C'est un ensemble. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir plus facilement accès à cet ensemble et donc qui auront plus de chances de pouvoir faire de leur imaginaire quelque chose de créatif. Et puis, il y a des gens qui auront moins facilement accès à toutes ces dimensions-là et qui, effectivement, seront moins structurés et plus sujets plus passif ou sujet au ressentiment. Oui, au ressentiment. Au ressentiment, ce qu'on appellerait le ressentiment. Bon, ça c'est le dernier, c'est là, on pourra peut-être l'aborder un jour, c'est le dernier livre de le livre de Cynthia Fleury, c'est quoi? Sigil amer. Sigil amer. Voilà. Et où elle s'interroge justement sur, cette amertume qui est très prégnante dans la société actuelle, ce ressentiment. Voilà. Comment est-ce que notre société est aujourd'hui capable de fabriquer du ressentiment? Alors effectivement, qui va se manifester de manière bruyante, par des insultes et tout ce que... Mais voilà, qu'est-ce qui fabrique ce ressentiment qui est très présent, c'est vrai, qui est une des caractéristiques de notre société actuelle? Et comment est-ce qu'on peut remédier, comment on peut éviter l'amertume, comment on peut éviter... Est-ce qu'on peut d'abord éviter ce ressentiment très présent? Oui. Je voulais revenir sur ce que tu disais, sur le principe même de désordre qui préexistait déjà dans le concept de citoyenneté athénienne, qui existait déjà à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons des temps de désordre, parce qu'en fait, on vit un monde, une société qui est fragmentée. L'atomisation des esprits, et ce que tu disais tout à l'heure, je crois que la chose la plus difficile, c'est d'écloisonner les esprits. Nous sommes rentrés dans un processus d'involution qui ne crée qu'un homo qui est consumériste, substantiel de lui-même, donc qui ne peut, en l'occurrence, que créer une forme de chaos qui lui-même crée une autre information. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a eu cette fragmentation, cette atomisation d'esprit, qui malheureusement, il faut le dire de façon objective et absolue, nous mène dans un chaos, dans un désordre qui va ne faire que en grandissant. Donc, comment récupérer cela? Ça, c'est une chose qui, de mon point de vue, est assez complexe, puisque dans l'échelle de la complexité, il y a des éléments en mathématiques que l'on connaît, des variables qu'on peut appliquer, et d'autres qui nous échappent. C'est une autre dimension. Oui. J'aurais envie de dire, est-ce que justement, c'est pas cette frustration et ce cloisonnement des émotions qui est présent et de plus en plus depuis des années, qui crée justement... Alors, je comprends, puisqu'en fait, ce qui paradoxalement devrait nous structurer, à savoir l'éducation nationale, ou la société qui devrait, en tant que citoyen engagé, ne structure plus l'individu. Mais et structure les émotions, comme Martine a commencé comme ça. Aujourd'hui, les émotions font peur, les émotions sont interdites, ne pleure pas, crie pas, joue pas, fais pas trop de bruit. Enfin, on réduit au maximum de plus en plus, ce qui crée cette frustration. Et à mon avis, le fait qu'on cloisonne tant les émotions aujourd'hui, ça crée ce désordre sociétal qu'on peut voir actuellement. Ça crée des enfants frustrés qui savent tout ce côté justement qui va au-delà de la raison ne peut s'exprimer. C'est ça qui crée un monde frustré et, pour moi, selon moi, et qui crée aujourd'hui une société qui est au bord de l'implosion, on va dire. Ça reste mon avis.
je me permets, moi je Oui. pense que c'est un monde qui ne tolère plus la frustration. Qui ne tolère plus la frustration. C'est pas tout à fait vrai. Dans quel sens Et ben c'est-à-dire que de différer les choses, de ne Mmh. pas avoir les choses tout de suite, Mmh. de ne pas avoir accès tout de suite à l'objet du désir, tout ça, on ne tolère plus, cette frustration-là, je veux dire. D'accord. Oui. Ben, on ne vit pas dans le même monde. Moi, je suis pas d'accord du tout. Bah, alors, c'est-à-dire, vas-y. Non, non, je dis c'est étrange, hein. Et c'est marrant, on est un certain nombre d'individus ici. Et moi, je vois pas du tout les choses. C'est-à-dire Ben, je sais pas, moi je trouve qu'au contraire qu'on peut. J'avais même l'impression qu'il y avait un retour à des valeurs d'avant, que nos jeunes peuvent exprimer des choses. Enfin, ou alors je suis dans un monde parallèle, c'est peut-être possible aussi. Et puis c'est pas 50-50, je pense, la raison, l'émotion. Non. Il y a des personnes qui sont plus dans la raison, Bien sûr. d'autres qui sont trop dans l'émotion. Là, je sais pas comment dire, le juste milieu, il n'existe pas pour personne, quoi. Non, Quand non, vous avez dit on ne vit pas dans le même monde, précisez quand même. Parce que non, si, enfin moi ça m'intéresse, parce que oui, on est dans un monde assez cloisonné, et chacun peut, enfin il peut y avoir des visions de ce monde très diverses. C'est intéressant de les confronter, il me semble. Oui, mais moi je sais qu'on va me reprocher de ne pas voir tout ce que vous dites, par exemple. reprocher Bah, quoi la dame, Oui. elle dit qu'on est dans le bazar, quoi, le plus total. Ah oui. Mais, tout le monde n'y est pas, peut-être. Il y en a qui se sentent protégés, mais pour combien de temps? Bah, protéger, c'est pas le mot. Enfin, moi j'ai tendance à vouloir faire confiance à l'homme. Oui, c'est ça. Oui, c'est Ça ça. revient à ça. Oui, mais- c'est ça. Oui. Peut-être êtes-vous assez habile pour vous entourer de gens à qui vous avez confiance. Et pour le moment, pour vous, ça se passe bien, je ne sais pas. Oui, Je ne vous connais pas du tout. Mais enfin, vous avez commencé quelque chose, vous ne dites pas la suite. Ça va mieux. Ça, c'est le pari pascalien. Hein. C'est expliquer les choses qui m'échappent de façon tangible. En vous disant, effectivement, dans un raisonnement, je ne connais pas mon prochain, donc je fais pareil pascalien, de dire effectivement, je suis subjectif, je suis la chose à travers mon prochain, mais il le sait, cette dimension-là. Donc je crois que c'est l'imaginaire qui nous manque à tous, hein, cette dimension. C'est parce qu'on ne le cultive pas. Hein. Est-ce que vous voulez dire, moi je fais avec? Non. C'est pas ça. Non, je vais arrêter parce que Moi, deux choses. D'un point de vue culturel, d'abord, l'opposition entre Apollon et Dionysos. Camus, dans ses carnets, met en avant Némésis, la déesse de la mesure, Oui, la déesse de la mesure, oui. disant que tout écart par rapport à la mesure, Oui. on était irrémédiablement tué. Oui. Donc c'est quand même. Et plutôt revenir à qu'est-ce qu'il y a derrière peut-être Morin là. Est-ce qu'en fait il choisit pas quand même, c'est une question, hein, Oui. le désordre qui crée de la vie plutôt que de l'ordre qui crée de la stérilité ou Non, l'absence. Est-ce qu'il va jusque-là? Non. 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 Il reste Non. dans un aspect communautaire, hein, Voilà. plutôt. Absolument. Il ne va pas, Ah, pas du tout. pas Pas dans du- un choix du désordre. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est en cela qu'il n'est pas nietzschéen. Enfin, je veux dire que, parce qu'on parlait d'accumulation du désordre, il y a quand même cette superbe métaphore de Nietzsche qui dit que il faut avoir enfanté, il faut avoir eu en soi beaucoup de chaos pour enfanter une étoile qui danse. Et oui. Et oui. Et ça, moi, ça me convient. Le chaos, il est en soi. Le Oui, chaos, il reste en soi. il reste en soi. Parce que créer du chaos par son propre chaos, Ouais. c'est autre chose. Créer du chaos créer du chaos autour de soi quand on a un propre chaos à l'intérieur de soi, c'est. Non, mais il dit pas ça. Hein. Il dit pas de créer du chaos autour de soi. Hein. Il parle de lui. Oui. Il parle de lui, c'est-à-dire
il parle de... Voilà. Bon, alors là, pour le coup, Nietzsche, il n'y a aucune dimension politique dans tout ça. C'est-à-dire que c'est le combat de l'individu avec lui-même dans la perspective d'un dépassement de soi qui exige un travail sur soi extrêmement important, y compris d'accepter toute cette dimension chaotique, complètement désordonnée, qui va permettre, bon c'est quand même une théorie du dépassement, hein, qui va permettre au bout de tout ça, d'enfanter une étoile qui danse. Mais si vous reprenez le texte dans le détail, vous verrez que tout ça, c'est enfanter une étoile qui danse à partir d'un chaos qu'on a en soi, je ne dis pas à l'extérieur, c'est quand même le résultat d'un très très long travail. C'est ça, c'est pas du tout quelque chose de... Et on pourrait conclure par Cyrulnik qui appelle ça la résilience. Pas plus fort, ça On pourrait conclure ça avec Cyrulnik qui parle aujourd'hui de résilience. On pourrait conclure ça par Cyrulnik qui parle de résilience. Il y a aussi ça. Ça parle de ce chaos, qu'est-ce qu'on fait de ce chaos intérieur, je dirais une étoile qui danse, et Cyrulnik dirait une forme de résilience. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est des objectifs. Enfin, je veux dire que c'est pas... Bon, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui, pour tout ce que vous évoquez, pour tous les désordres que vous citez, c'est quelque chose qui est à construire. Et donc, il y a des responsabilités qui doivent être mises en jeu pour y arriver. Okay, alors, il y a le travail qu'on peut faire avec soi au niveau de son propre individu, et puis il y a le travail de la société, il y a le travail de la communauté, il y a le travail de... Voilà, je veux dire que ça engage beaucoup plus. Le principe d'individuation, ce que vous dites sur le fait de construire quelque chose, je crois qu'il est précisément interrompu, hein, puisque nous sommes rentrés dans une société qui évolue, on crée quelque chose, le chaos part sur un chaos, je crois que c'est quelque chose de... C'est une dimension qui nous échappe, qui m'échappe, mais contrôler quelque chose qui nous échappe, je crois que nul ne peut savoir, puisque la lecture nietzschéenne, le nihilisme, paradoxalement, nous donne une information. Hein. Le rien, enfin l'antimatière ou la matière. Oui, le rien, c'est une information. Bien hein. sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est aussi qu'une société ne prend plus en charge de manière communautaire par la religion, par l'initiation, par les fêtes républicaines, par des espaces d'expression de cette dimension-là. Donc il reste la littérature, certes, mais qui se vit à un niveau individuel, presque, parce qu'il y a très peu d'expériences quand même communautaires autour des textes littéraires, à part au théâtre. Le théâtre qui avait aussi cette fonction-là, cette fonction cathartique. Voilà, une fonction cathartique. Mais le théâtre absolument. ne joue plus sa fonction cathartique, parce qu'il y a quasiment plus de pathos au théâtre. Il y a très très peu de dimension pathétique au théâtre, de dimension affective. Donc on évite l'art de cette dimension affective, et donc ça ne joue plus non plus sa fonction cathartique. Enfin, pour moi, oui. Il y a une finalité, je veux dire, moi, je voulais revenir. Il y a une chose qui me va à l'esprit, je crois que c'est le caractère hypertélique de la situation, autrement dit, tout système a une finalité, et passer au-delà de la finalité, quelque chose dans ce que vous dénoncez plutôt. Je crois que la finalité, le but, c'est de créer un citoyen, un sous-citoyen qui est là. Enfin, moi, c'est mon appréciation de tous les qui ont créé des citoyens sans dimension, quoi. Aucune, notamment spirituelle ou autre. C'est ma lecture. J'entends. On cherche un exemple. Allez à Avignon pendant 3 semaines, vous verrez que c'est du vrai désordre. Vous avez 1500 spectacles dans le off, c'est inouï. Les gens comme ils s'expriment et comme ils diffusent de la joie, de l'expression, c'est du désordre. On est dans le désordre. Oui, on est dans les jeunes adorent ça. Oui, les jeunes adorent. C'est à Avignon pendant 3 semaines. 3 semaines, oui, d'accord. C'est bien limité et ça déborde pas tellement. Il y a le in, le out. Voilà. Ils sont en train de créer le out. Non. Ça se déborde toujours quand même. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Enfin, c'est un lieu d'expression incroyable. Oui, mais ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à sa question. Voilà. Mais moi, ce qui m'aurait
je reste un peu sur ma faim en me demandant qu'est-ce que me conseille Morin à travers ses analyses. J'aime bien, moi, me dire, je prends de Morin ce qui m'intéresse. Bien sûr. Pour moi. Bien sûr. Donc, mais moi, ça me convient très bien. Le et ça le me va très bien. te convient bien. Oui, très bien. Très bien. Morin, moi, je pense que Morin, ce qu'il conseille, c'est... Enfin, moi, de comment je perçois Morin, c'est qu'il a une jubilation dans la dimension littéraire et mystique, et que lui, pour moi, il est proche d'être un esthète. Et ça se limite à la dimension. Pour moi, il donne pas d'impulsion sur le nous. Voilà. Mais il a une jubilation à faire des expériences mystiques, à avoir des extases littéraires. Il est très intéressé par le surréalisme. Donc lui, il a sa vie imaginaire, elle n'est pas du tout entamée. Elle n'est pas altérée. C'est quand même quelqu'un de très engagé socialement. Je suis désolée, mais... Oui. J'aurais jamais dit mystique pour si, non, moi non plus. Il se définit comme faisant des expériences mystiques. Ah bon? Oui. Je sais pas. Mais pour moi, bon. non, c'est pas quelqu'un qui parle du nous de manière lucide. Non, c'est vrai. C'est pas son aujourd'hui, hein. Oui. Mais il s'est voulu toujours être un peu à côté, oui. ou à part. Oui. Bon, moi je ne connais pas le cheminement de ses œuvres. Mais enfin, on connaît le cheminement de sa vie plutôt. Hélas, pas de ses œuvres. Ce qui n'est pas bien d'ailleurs. On peut parler d'un auteur qu'à travers ses œuvres. Mais je ne les connais pas toutes. Hein. Je ne les connais pas toutes. Enfin, le réveillon d'eau est pas mal quand même. Oui, c'est énorme. Il en publie un tous les ans. Hein, donc, et comme il a plus de 100 ans. Et il a 102 ans. Bon, alors on peut peut-être lui trouver... Non, le paradigme perdu, je l'ai dit au début, c'est 1973. C'est 1973. Et ça a été... Alors, il faut croire que c'est toujours plus ou moins d'actualité. Et alors, c'était lors de travaux de recherche qu'il a fait aux États-Unis, en s'aidant de biologistes précisément sur le côté sur lequel je n'ai pas trop insisté, logique du vivant, etc., avec des gens comme les ex-prix Nobel que sont Monod et Jacob. Il s'est aidé aussi des travaux de Laborit, les stratégies d'évitement, justement, etc., etc. Bon, donc, c'est quand même le résultat d'un travail de collaboration entre différentes branches de ce qu'on pourrait appeler une anthropologie. Bon, alors, ceci dit, moi j'ai envie de vous dire, pour conclure, si vous ajoutez, vous pouvez, c'est le problème de la philosophie proprement dite, c'est-à-dire que vous pouvez prendre l'histoire, plus la sociologie, plus l'ethnologie, plus la sociologie c'est plus évident, plus l'économie, plus la psychanalyse, plus. Vous pouvez additionner tout ça. Ok. Au bout du compte, est-ce que vous aurez la réponse à qu'est-ce que l'homme? Non. Point. Moi, je ne me pose même pas la question. Ben si. Voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire que pour les additionner tous. Moi, je me pose une autre question. Oui. Selon la conception que j'ai de l'homme, quelle société je fais? Ah oui, bien d'accord. Oui. Parce que ça découle. Oui, je suis bien d'accord. Donc c'est l'aspect pragmatique d'une philosophie. Oui. Et pour moi, ces intellectuels, comme Edgar Morin, c'est des gens qui ont dépolitisé la question de l'homme. Bah bon, ok. C'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est pas. Pardon? On n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Si ces gens s'étaient impliqués beaucoup plus, il faut continuer. Oui, peut-être. Bon, eh bien merci. On arrête là, Martine. Moi, je trouve que le et à réfléchir. n'ont pas le même poids. Pas le même poids. Ils n'ont pas le même poids. C'est le en même temps de Macron.
En même temps, un peu là. Attends. Oui, mais dans la société, individuellement, chacun de nous. Ah bon, vous avez chapé? Oui. Il y avait quelque chose Vous êtes bien entraînés toutes les deux. On peut pas être équilibré. On peut être ce que je veux dire, c'est que maintenant vous aurez C'est ça? Ah oui, c'est ce qu'on avait un outil J'ai dit 5. très imaginatif. J'ai presque mon caricature là. À demain, Geneviève. À demain. Bonne soirée. À demain, Demain, Génial. C'est la raison, c'est pas la critique de pouvoir, il a raison à ce moment-là. Mais la raison, c'est pas ce qui serait pris. Impressionnant la grand-mère, hein? Non mais moi je suis gênée parce que j'ai pas le moral chronique d'un été et parce qu'il y a des choses qui me gênent. politiquement, C'est pas que il incite à certaines choses aussi. Il faut être doué, comme ils disent, pour comprendre. il incite à... Pour moi, il me dérive. Pour moi, il incite au compromis. Il incite au compromis. Il insiste, mais on a les jeunes. Parce que c'est impossible. Oui, pardon. Merci, il est bloqué derrière la chaise. Ah, il est pris dans ta chaise. Mais il n'y avait pas d'urgence, c'est pour ça que j'arrive pas. Merci beaucoup. Ah, le chapeau, il va, tu veux le chapeau? Jean-Pierre, je me demandais, tu avais fait une conférence ici et tu avais présenté ton livre. Et à la fin, il y avait un jeune homme qui était assis ici et qui avait écrit son adresse mail dans ton livre, sur la page de ton livre. oui. Et cette adresse mail, la jeune fille, elle l'a passée. Mais alors, attends. Donc, sur quel Là, ton exemplaire? livre, Oui, mais qu'est-ce que c'est sur cet exemplaire-là? je sais pas, regarde, à la fin, ou là, au début. Non, ça c'est pas ça. Ça fait pas très longtemps. Attends, est-ce que c'était avant cette date? Je sais plus, c'était au printemps. Ouais, c'était peut-être avant, c'est peut-être sur un autre exemplaire. Regarde si t'as pas une adresse mail. Ça c'est. Ça doit pas être ça. Ça, c'est peut-être ça. Non, je crois pas. C'est là, JP. Ça c'est moi, ça. Ah bon, C'est un truc. Là Là Non, je crois pas, mais. Attends, ça doit être sur un autre exemplaire. Je sais pas où je l'ai trouvé d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai demandé. C'était les contacts que tu avais quand tu es venu ici en Oui, fait. oui. Et en fait, lui, il avait fait des expériences. Élodie. Oui, tu connais Simon. Oui, ouais. Mais en fait, il avait fait des expériences de vie communautaire et tout ça, et je lui ai posé des questions. Qui? Morin? Non, le gars qui était là, en fait, qui était venu sur Ellul. Ah, c'est. Ouais, Attends. il est grand. C'est. Oui, un homme à peine plus jeune que moi. Oui, non, beaucoup plus jeune que toi. C'est pas. Parce que Il a 25 ans, il a 25 ans. mais je vois pas qui c'est. Un grand, un peu blond, il avait laissé son adresse. Mais il n'habite pas Grenoble. Non, il n'habite pas Grenoble. Je connais pas assez. Moi, je l'ai noté sur un exemplaire d'un bouquin. Comment? Tu dis que je l'ai noté sur un bouquin comme ça? Ouais. Ton livre, pas repère. C'est bien de mon Non, livre, c'était pas repère en terrain effondré, c'était. Ah, mais c'est un autre livre. Oui, c'était celui que t'es venu. Quand t'as présenté Ellul, t'avais ton livre avec toi. Ah, un livre d'Ellul. Non, t'avais ton livre que t'avais publié là sur le christianisme. Non, c'est Et celui-là. bon bah d'accord, c'est celui-là. Et tu l'avais marqué dans ton livre.
Oui, son oui, adresse. c'est un autre Tu l'as pas là sur exemplaire. ton papier, sinon je sais Je pense que c'est. Tiens, regarde, à mon avis, c'est un autre exemplaire du même livre. J'ai perdu ses coordonnées. J'ai pas ses coordonnées à ce gars-là, et comme il avait vécu. Oui, mais je vois qui tu veux dire. C'est un gars qui habite au bout du monde. Ouais, en Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, ben voilà. Nouvelle-Calédonie. C'est un peu Don Il Quichotte. t'avait laissé son adresse mail. Ouais, mais c'est. Alors, en ce moment, je ne sais pas où je les pourrais. Ok, bon, Parce bah que si tu veux. j'en ai crayonné plusieurs. Ok. Et Petit, hein. il faut, Finalement, J'ai Élodie, laissé, il faudrait que je j'ai te laissé joigne par mon- Simon. Ouais, tu me joins par Simon, tu lui envoies la. Non, Si laisse-moi tu ton trouves- mail. Non, mais moi j'utilise pas le mail, j'utilise quasiment pas, j'ai pas de téléphone portable et tout. Mais donc en fait, bah ouais, enfin bon, c'est difficile, les gens fonctionnent plus comme ça, donc j'ai quand même un portable de secours que j'utilise pas. Uniquement quand les gens savent pas faire autrement, j'ai un portable de secours. Mais c'est que du secours, c'est-à-dire je veux pas, j'ai pas de SMS, j'ai rien du tout. Et donc donc c'est très tu complexe. peux donner à Simon les coordonnées de ce gars si tu les retrouves dans ton livre. Oui, oui, mais j'ai Voilà. compris où elles sont. Mais ça fait plusieurs Voilà. semaines que Et j'ai- tu peux lui dire que c'est à destination de J'avais Rudy. ce jour-là, je sais pas où je l'ai Ouais, trouvé. d'habitude. J'ai vu dans un grand des Parce gens. qu'il avait, si tu as laissé son adresse mail, c'est qu'il voulait rester en contact avec toi. Oui, oui, mais je te dis pas le contraire. Ouais, donc. Ce sont des réalités avec lesquelles on doit faire. Où tu souhaitais orienter les débats? Oui, même si je réfléchis. C'est pas évident. Bah oui. Moi, je me rends pas compte, je connais ça. Moi aussi, je connais mal, mais j'ai lu sur la chronique d'un été, c'est tout basé sur le jeu, sur l'individu. Bon, Sur c'est la essentiel. individuelle. Oui, Bah, ça me gêne. Mais c'est complexe. Ça va Je me suis un peu emportée, je suis désolée, je me suis un peu emportée. C'est pas ça, c'est pas la Tu peux même. pas faire une anthropologie sans neuro. C'est pas possible. comment t'as dit? Tu peux pas faire une Que ce soit dans un anthropologie. sens ou dans l'autre, puisqu'on est humain. Pour moi, si ça débouche sur ce collectif. Ouais, mais Aujourd'hui, si tu te dis, aujourd'hui, est-ce que